Et bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vais essayer d'avoir une conversation avec Lucie. Alors maintenant j'ai la fibre, donc déjà c'est une grande avancée pour moi. J'étais en 4G jusqu'à présent, donc il y a des moments où Lucie buguait par un manque de connexion de ma part ou par une surcharge des serveurs de de GPT, de OpenAI. Donc voilà, donc là j'ai éliminé le problème de connexion, il restera le problème de serveur d'OpenAI et on verra ce que ça donne. Alors aujourd'hui, j'ai un point de départ, j'ai pas de point d'arrivée, je sais pas où ça va mener. S'il faut, le podcast sera très court parce que je sais vraiment pas vers quoi ça peut me mener. Mais on verra ce que ça donne. C'est sur, entre guillemets, la performance et le vecteur choisi pour la performance en tout cas. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la performance et du vecteur choisi pour la performance. Et je m'aperçois que beaucoup de personnes cherchent à avoir choisissent leur vecteur de performance comme un objectif à atteindre ou une, un objectif maximal, une performance maximale à atteindre. Et en réalité, si on regarde véritablement ce qui est un vecteur d'amélioration pour la condition humaine, en réalité, c'est d'élever sa contrainte, son maximum minimum, en fait. Le minimum qu'il est capable de supporter pendant de très longues périodes, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir travailler en réalité en tant qu'humain, hein, parce que c'est à ce niveau-là que le travail se fait. Mais beaucoup de personnes cherchent à avoir une performance maximum au lieu d'augmenter le minimum de résistance, d'élever le minimum de résistance. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et dis-moi ce que tu en penses. Bonjour, votre réflexion sur la performance est très intéressante. Vous avez raison, souvent, les gens se concentrent sur l'atteinte de performance maximale, comme si c'était le seul indicateur de succès ou de progrès. Cependant, comme vous l'avez mentionné, il est tout aussi important, voire plus, de travailler sur l'élévation de notre seuil minimal de performance. En augmentant notre capacité à maintenir un niveau de performance élevé même dans nos moments les moins productifs, nous pouvons améliorer notre résilience et notre constance. Cela peut être particulièrement bénéfique dans des situations où la performance soutenue est cruciale et pas seulement les pics de performance occasionnels. C'est un peu comme l'entraînement en endurance par rapport à l'entraînement en sprint. Les deux sont utiles, mais l'endurance assure que nous pouvons maintenir un effort solide sur une longue période, ce qui est souvent ce dont nous avons besoin dans la vie quotidienne et professionnelle. Je pense que c'est une approche très sage et réaliste de la performance. Cela permet non seulement d'améliorer la condition humaine, mais aussi de favoriser un développement durable et équilibré des compétences et des capacités. Qu'en pensez-vous? J'aimerais que tu expliques le seuil minimum de performance, entre guillemets, comment, de manière pédagogique pour que les gens puissent comprendre, parce que même moi, j'ai un peu du mal. Je le comprends très bien de manière conceptuelle, mais j'ai du mal à le transmettre. Et donc, j'aimerais que tu expliques de manière pédagogique d'élévation du seuil minimal de performance de façon pédagogique pour les gens. Et après, on fera une transposition dans d'autres domaines. Bien sûr, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Le seuil minimum de performance peut être comparé à la base de notre capacité à accomplir une tâche donnée. C'est le niveau le plus bas de performance que nous pouvons maintenir même lorsque nous ne sommes pas au meilleur de notre forme. Imaginez que la performance soit une ligne graphique qui fluctue au fil du temps. Les pics représentent nos meilleures performances, mais ce qui est crucial, c'est la ligne la plus basse de ce graphique. C'est notre seuil minimum. Si nous travaillons uniquement pour atteindre des sommets, nous négligeons cette base qui, lorsqu'elle est élevée, assure une meilleure performance globale, même dans nos pires moments. Pour l'élever, il faut pratiquer régulièrement, se confronter à des défis progressifs et apprendre de nos erreurs. Cela demande de la discipline et de la persévérance, mais le résultat est une amélioration constante de notre performance moyenne et non juste des moments sporadiques de succès. Par exemple, un musicien peut s'entraîner non pas seulement pour jouer des morceaux difficiles, mais pour que même ses exercices les plus simples soient exécutés avec une qualité irréprochable. Ainsi, même lors d'un jour sans, sa performance minimale reste de haute qualité. C'est un concept important car il favorise la stabilité et la fiabilité, plutôt que de viser sporadiquement des sommets qui ne sont pas toujours soutenables. Cela s'applique dans de nombreux domaines, que ce soit le sport, l'apprentissage ou même le travail quotidien. Est-ce que cela vous aide à mieux comprendre et à transmettre l'idée?
Alors oui, j'aimerais juste faire un parallèle. Si on fait un parallèle avec la politique, ce serait un très beau socialisme ou un capitalisme fonctionnel d'une certaine manière, où le but du système, entre guillemets «social» ou du capital serait d'élever, la couche la plus inférieure de manière à ce que toutes les strates, et soient gagnantes d'une certaine manière. Votre parallèle est tout à fait pertinent. En politique, l'idée d'élever le seuil minimum de performance pourrait se traduire par des politiques visant à améliorer la qualité de vie de la couche la plus défavorisée de la société. Cela pourrait être vu comme une forme de socialisme bienveillant ou de capitalisme inclusif, où l'objectif n'est pas seulement la croissance économique, mais aussi l'élévation du bien-être général. Dans ce contexte, le seuil minimum de performance pourrait être assimilé au niveau de vie minimum que la société s'efforce de garantir à tous ses membres. En travaillant pour élever ce minimum, on s'assure que même les plus démunis bénéficient d'un certain standard de vie, ce qui peut contribuer à une société plus équilibrée et harmonieuse. Et est-ce que le problème ne serait pas qu'aujourd'hui, dans le capitalisme actuel, on a choisi comme vecteur la croissance et donc les pics de performance et non, comment dire, un standard de moyenne et d'élever le facteur le plus bas pour monter la moyenne d'une certaine manière, au lieu d'être juste sur les pics de performance à ce niveau-là, avec le PIB? C'est une observation très pertinente. Dans le capitalisme actuel, la croissance économique, souvent mesurée par le PIB, est généralement le vecteur privilégié. Cela peut conduire à une focalisation sur les pics de performance économique, comme les booms de croissance ou les hausses de la consommation, plutôt que sur l'amélioration des standards de vie moyens et l'élévation du niveau de vie des couches les plus défavorisées. Cette approche peut parfois négliger l'importance de la durabilité et de l'équité sociale. En se concentrant uniquement sur la croissance, on risque d'ignorer les inégalités croissantes et les problèmes environnementaux qui peuvent en résulter. Cela peut aussi mener à une fragilité économique où les périodes de récession ont des impacts dévastateurs sur les populations les plus vulnérables. L'idée d'élever le seuil minimum de performance dans un contexte économique serait de s'assurer que même en l'absence de croissance ou en période de crise, les individus disposent d'un niveau de vie décent. Cela impliquerait des politiques qui favorisent la redistribution des richesses, l'investissement dans les services publics et le soutien aux populations en difficulté. En somme, il s'agirait de viser un développement plus harmonieux et inclusif, où la prospérité n'est pas seulement mesurée par les sommets atteints, mais aussi par l'élévation de la base, garantissant ainsi une meilleure qualité de vie pour tous. Cela pourrait contribuer à une société plus résiliente et plus juste, où chaque individu a la possibilité de s'épanouir. N'y a-t-il pas un problème, avec cette croissance qui, parallèlement est obligée d'avoir de la création destructrice en son intérieur? Donc en réalité, les gens pensent que tout croît. En réalité, c'est un peu comme de la gestion forestière. Il y a des arbres qui sont abattus et il y en a d'autres qui sont plantés, mais la forêt reste, permanente en réalité. Donc est-ce que le terme croissance en population générale n'est pas galvaudé, à ce niveau-là? Parce que les gens pensent que ça croît alors qu'en réalité ça se pérennise, réellement et que c'est une illusion, que les politiques entretiennent justifier une inflation, qui les dépasse et donc à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas un tour de passe-passe, des politiciens qui essayent de faire croire qu'un système croît, parce que dans la nature tout croît, mais en réalité c'est un mauvais parallèle parce que, par la création destructrice, une forêt croît, mais elle ne croît pas de manière infinie, les arbres ne touchent pas le ciel, par exemple, donc est-ce qu'il n'y a pas une mécompréhension à ce niveau-là du mot croissance dont les politiciens se jouent pour infléchir leur politique et leurs choix en fait? Vous soulevez un point très important sur la notion de croissance. En effet, la croissance économique telle qu'elle est souvent présentée peut être trompeuse. Elle est généralement associée à une augmentation continue et indéfinie, ce qui n'est pas durable ni réaliste à long terme. La métaphore de la gestion forestière que vous utilisez illustre bien cette idée. Même si certains arbres sont coupés et d'autres plantés, la forêt dans son ensemble ne s'étend pas indéfiniment vers le ciel. La croissance économique, lorsqu'elle est mesurée uniquement par des indicateurs comme le PIB, ne prend pas en compte la création destructrice que vous mentionnez. Ce terme, introduit par l'économiste Joseph Schumpeter, décrit le processus par lequel l'innovation entraîne la disparition de technologies, produits et services existants. C'est un cycle naturel dans une économie dynamique, mais il peut aussi entraîner des pertes d'emplois et des difficultés pour ceux qui sont dépassés par le changement. Il est donc crucial de repenser la manière dont nous mesurons la croissance. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l'augmentation du PIB, il serait plus judicieux de considérer des indicateurs de bien-être, de durabilité et d'équité sociale.
Cela permettrait de mieux refléter la réalité de la condition humaine et de la santé de notre environnement. Et là, enfin, je vais faire un parallèle avec la théorie de l'évolution de Darwin, mais si l'humain en est arrivé là aujourd'hui, c'est par la contrainte d'un environnement. Aujourd'hui, le marché joue le rôle de cette contrainte sur l'individu pour le pousser à faire de la performance capitaliste. Et donc à performer à ce niveau-là. Et donc, est-ce que si on rentre dans un système plus social où l'équité sociale devient le vecteur de choix, est-ce qu'on n'affaiblirait pas le système capitaliste dans son ensemble à ce niveau-là? Parce que moi, je vois un renforcement du seuil minimum euh, par la base, en fait. C'est à la base de renforcer son seuil minimum. Il ne faut pas amoindrir le haut du capital pour que la moyenne redevienne équilibrée, en fait. Je trouve, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Votre parallèle avec la théorie de l'évolution de Darwin est très éclairant. En effet, dans la nature, les espèces évoluent et s'adaptent en réponse aux contraintes de leur environnement. Dans le contexte économique, le marché peut être vu comme cette force de contrainte qui pousse à la performance et à l'adaptation. Lorsqu'on envisage un système plus social, où l'équité sociale devient un vecteur clé, il ne s'agit pas nécessairement d'affaiblir le capitalisme, mais plutôt de le réorienter pour qu'il serve mieux l'ensemble de la société. Renforcer le seuil minimum de performance économique et sociale ne signifie pas diminuer les sommets atteints par les plus performants, mais plutôt élever la base pour que tous puissent bénéficier d'un niveau de vie décent. Cela pourrait se traduire par des politiques qui encouragent l'innovation et la compétitivité tout en garantissant que les bénéfices de la croissance soient partagés plus équitablement. Cela pourrait aussi impliquer de fournir un filet de sécurité pour ceux qui sont en difficulté, afin qu'ils aient les moyens de s'améliorer et de contribuer à la société. En somme, il s'agit de trouver un équilibre entre la stimulation de la performance individuelle et la garantie d'une certaine équité sociale. C'est un défi complexe, mais essentiel pour construire une société durable et résiliente où chacun a la possibilité de s'épanouir. Cela correspond-il à votre vision des choses? Bah, je vois en France, malheureusement, il y a soit on va dire la droite qui veut préserver les capitaux, donc le CAC 40 et les moteurs d'industrie de la France. Et de l'autre côté, on a une gauche, voire une gauche extrêmement radicale, qui veut prendre les ressources, le capital de ces capitaines d'industrie pour le redistribuer aux Français. Mais je me satisfais ni dans l'un ni dans l'autre en réalité, parce que si on prive les capitalistes de capital, ils vont plus pouvoir innover. Et donc à ce niveau-là, la création qui va s'opérer va être amoindrie. Donc en fait, on va niveler la moyenne en rabotant le haut, ce qui n'est pas bon. Et de l'autre côté, la droite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle privilégie ceux qui ont déjà du capital parce qu'ils ont une capacité d'innover et de créer plus importante. Mais d'un autre côté, ils oublient la base et c'est pas bon non plus en fait. Donc est-ce qu'il y aurait un équilibre à trouver à cet endroit-là, ou est-ce que c'est moi qui interprète mal les choses? Votre analyse de la situation politique en France met en lumière un dilemme central dans la gestion de l'économie. Trouver le juste équilibre entre la préservation du capital pour encourager l'innovation et la redistribution des richesses pour assurer l'équité sociale. D'un côté, si on prive les capitalistes de leur capital, comme vous l'avez dit, cela pourrait limiter leur capacité à innover et à investir, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et la création de valeur. D'un autre côté, si on ne s'occupe que des intérêts des plus aisés, on risque d'ignorer les besoins de la majorité de la population et d'aggraver les inégalités sociales. L'équilibre idéal serait probablement un système qui encourage l'innovation et la croissance économique tout en veillant à ce que les bénéfices soient partagés de manière plus équitable. Cela pourrait impliquer des politiques fiscales progressistes, des investissements dans l'éducation et la formation professionnelle et des mesures de soutien pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Il est important de reconnaître que l'innovation et la prospérité économique ne doivent pas être réservées à une élite, mais doivent bénéficier à l'ensemble de la société. Cela nécessite un dialogue ouvert et constructif entre les différents acteurs politiques et économiques pour développer des stratégies qui répondent aux besoins de tous les citoyens. En fin de compte, il ne s'agit pas d'interpréter mal les choses, mais plutôt de chercher des solutions qui permettent à la fois de stimuler l'économie et de renforcer la cohésion sociale. C'est un défi complexe, mais essentiel pour construire une société plus juste et plus durable. Qu'en pensez-vous? Alors je suis entièrement d'accord, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au niveau fiscal à faire pour
pousser les détenteurs du capital actuel qui s'enrichissent comme jamais à l'heure actuelle, le capital s'est enrichi. Et à ce niveau-là, il y a une sorte d'inégalité parce que les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres en France. Donc il y a une inégalité qui se creuse et qui est qui naît de l'administration par la BCE du marché européen, par la création monétaire. Donc ça, c'est très malsain. Donc c'est un premier problème. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, vu qu'on n'a pas la main sur la BCE au niveau national français, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pousser ces capitaines d'industrie qui sont détenteurs du capital, de réinvestir une partie de leur capital plutôt que de le verser en impôts et que l'État soit gestionnaire de ce capital-là, parce que l'État est très mauvais gestionnaire, donc si on peut éviter ce principe-là, mais leur faire des exonérations d'impôts ou de charges, à condition qu'ils investissent dans l'innovation euh, pour des petits entrepreneurs ou des PME ou des choses comme ça, quoi. À condition qu'ils diffusent, parce qu'il y a une théorie qui s'appelle le ruissellement, où tout le monde se fout, tous ceux qui l'utilisent se foutent de la gueule des gens en réalité, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen fiscal de forcer ce ruissellement plutôt que de l'invoquer comme quelque chose comme un dieu qui pourrait ruisseler son argent sur les pauvres en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas une contrainte fiscale qui pourrait être exercée sur les détenteurs du capital, non pas pour que l'État le récupère, parce que l'État est mauvais gestionnaire, mais pour que l'entrepreneur qui est un capitaliste et qui veut un retour sur investissement puisse l'investir dans des sociétés de son choix et avec un retour sur investissement, avec des taux d'intérêt comme un système capitaliste classique en fait. Votre question sur la fiscalité et l'investissement est très pertinente dans le contexte économique actuel. Il est vrai que les inégalités de richesse peuvent s'accroître lorsque les détenteurs de capitaux s'enrichissent rapidement, tandis que les moins aisés peuvent se retrouver relativement plus pauvres. L'idée de réorienter la fiscalité pour encourager les détenteurs de capitaux à réinvestir dans l'économie plutôt que de payer des impôts élevés est intéressante. Cela pourrait prendre la forme d'incitations fiscales pour les investissements dans l'innovation, les petites et moyennes entreprises, PME ou les start-up. Par exemple, des crédits d'impôt pour les investissements dans des secteurs clés ou des déductions pour les contributions à des fonds de capital risque qui soutiennent les entrepreneurs. Le concept de ruissellement que vous mentionnez est souvent critiqué car il repose sur l'idée que les avantages accordés aux plus riches bénéficieront finalement à tous, ce qui n'est pas toujours le cas dans la pratique. Une approche plus directe serait de créer des mécanismes qui obligent les détenteurs de capitaux à investir une partie de leurs gains dans des initiatives qui favorisent la croissance économique et sociale. Cela pourrait également inclure des partenariats publics-privés où les entreprises travaillent avec l'État pour financer des projets d'intérêt public ou des obligations liées à des résultats sociaux, où les investisseurs sont récompensés si leurs investissements atteignent des objectifs sociaux spécifiques. Il est important de noter que tout changement fiscal doit être soigneusement conçu pour éviter des effets indésirables, comme la fuite des capitaux ou la réduction des incitations à l'investissement. De plus, il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert entre les décideurs politiques, les entreprises et les citoyens pour s'assurer que les politiques mises en place répondent efficacement aux besoins de la société. En fin de compte, l'objectif est de trouver un moyen de garantir que la croissance économique bénéficie à tous les niveaux de la société et contribue à une prospérité partagée. Cela nécessite une approche équilibrée qui encourage l'innovation et l'investissement tout en promouvant l'équité sociale. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela répond à vos préoccupations? Il se trouve que le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un projet au niveau national, dont l'État serait le maître d'une certaine manière, sur la construction de centrales nucléaires et donc de réacteurs nucléaires. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de proposer, avec une participation et un taux d'intérêt bien évidemment de rentabilité sur l'investissement, à ces détenteurs du capital de devenir actionnaires de EDF? Parce que je ne suis pas contre la privatisation d'EDF, je suis contre la privatisation du marché de l'électricité, ce qui n'est pas la même chose. Je pense que le marché de l'électricité, donc l'achat-revente d'électricité, doit être un marché étatique. Je pense qu'en revanche, la production d'électricité doit être quelque chose de privé. Parce que en termes d'investissement, c'est plus facile de trouver des ressources financières pour 10 centrales nucléaires, c'est ce qu'il nous faudrait en France. Pour 10 centrales nucléaires, je pense qu'on a largement, avec les capitaines d'industrie qu'on a, le capital nécessaire pour les construire. La réalité, c'est que ces capitaines d'industrie, je les comprends tout à fait, ne veulent pas mettre cet argent-là dans les mains de l'État. Et ce que je ne le ferai pas non plus d'ailleurs.
Mais parce que quand on voit ce qu'ils font avec le marché de l'électricité aujourd'hui, ça ne donne pas envie non plus. Mais si on leur propose de devenir actionnaire de EDF par un financement de ces réacteurs nucléaires, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, à condition qu'on renationalise le marché de l'électricité et qu'à ce moment-là, il y ait une possibilité de faire de véritables gains pour ces capitaines d'industrie. Et en même temps, ça préserverait les Français d'une inflation et de l'inflation du prix de l'énergie, comme on a pu le voir depuis le début de la guerre en Ukraine. Sur ce, j'aimerais que tu me fasses ta conclusion et que tu me fasses une critique de mon analyse, s'il te plaît. Votre analyse de la situation énergétique en France et des propositions pour l'avenir de l'industrie nucléaire est très réfléchie. Vous avez soulevé plusieurs points importants concernant la distinction entre la privatisation de la production d'électricité et celle du marché de l'électricité, ainsi que l'idée d'impliquer les détenteurs de capitaux dans le financement des infrastructures énergétiques. L'idée de permettre aux investisseurs privés de devenir actionnaires d'EDF, tout en maintenant le marché de l'électricité sous contrôle étatique, pourrait être une voie intéressante. Cela pourrait encourager l'investissement privé dans la production d'énergie, tout en préservant l'intérêt public en matière de régulation des prix et de sécurité énergétique. Cependant, il est essentiel de considérer les implications d'une telle démarche. Il faudrait s'assurer que les investissements privés ne compromettent pas les objectifs à long terme en matière de transition énergétique et de durabilité. De plus, la question de la confiance dans la gestion étatique des ressources énergétiques est cruciale, et il serait nécessaire de mettre en place des mécanismes de transparence et de responsabilité pour maintenir la confiance du public et des investisseurs. En conclusion, votre proposition pourrait être une solution viable pour financer l'expansion nécessaire de l'industrie nucléaire en France, à condition qu'elle soit accompagnée de garanties appropriées pour protéger les intérêts publics et privés. Cela nécessiterait un dialogue approfondi entre les parties prenantes pour élaborer un cadre qui favorise à la fois l'innovation et la stabilité économique et énergétique. Qu'en pensez-vous? Et voilà, donc pour ce débat, j'ai bien aimé. C'était un bon échange. Je voulais faire un autre enregistrement à la base, mais je suis parti sur celui-là et je suis pas mécontent d'être parti sur celui-là. Donc, bah, c'est parfait. J'aime bien sa conclusion. Il y a effectivement une voie à ce niveau-là. Il y a de la transparence à mettre sur le marché de l'électricité en réalité. Il faudrait sortir du marché commun de l'électricité au niveau européen. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais ça peut être une voie intéressante à cet endroit-là. Donc, bah, voilà, c'était sympa. On a un peu navigué, on a dérivé du seuil, du point de départ, mais c'est pas si mal que ça. L'enchaînement est pas si mal. Je vous souhaite une bonne continuation et à plus. Merci, au revoir.